Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Jeudi de Moco, cette série de conférences qui a lieu toujours ici à l'auditorium et qui est transmise en ligne directe par notre chaîne YouTube et par Midi Libre. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Olivier Vadreau, qui qui est là pour vous donner une conférence et par la suite, on aura du temps d'échanger, d'avoir un moment d'échange, des questions et des réponses ouvertes au public. Donc, on aura une quarantaine de minutes de la part d'Olivier et une quinzaine de minutes pour la discussion. Donc, pour vous présenter Olivier Vadreau, il travaille à Beaune et il vit à Bourgogne et à Marseille. Pas mal mobile aussi avec ses déplacements. Sa carrière s'est très tôt déterminée à la croisée de nombreux domaines: l'architecture, le design, le commissariat et la scénographie d'exposition, la scène théâtrale et musicale. En parallèle de ses études à l'école d'architecture de Lyon, il se lance dans l'aventure collective de Théâtre Place d'Ancre entre 1996 et 2001. Il cofonde le Centre d'art contemporain La Salle de Bain à Lyon en 1999, puis le groupe Cocktail Designers en 2004, au sein duquel il conçoit plusieurs dispositifs d'écoute pour des labels musicaux. Son séjour à la Villa Médicis en tant que scénographe entre 2012 et 2013 marque un important tournant dans son parcours. Du Circo Minimo à l'enquête KVA, qui l'a ensuite conduit à faire des relevés dans la plupart des édifices de spectacle antiques, sa pratique personnelle s'est récemment affirmée en se concentrant autour de micro-architecture permettant de faire assembler, de façonner le collectif, de catalyser des débats. Si certains de ces dispositifs sont nomades, reproductibles et éphémères, réduits à des formes essentielles et réalisés dans des matériaux peu coûteux, d'autres ont été plus durablement implantés dans l'espace public. Un premier ouvrage monographique ayant pour titre Mêlée lui a été consacré en 2020 aux éditions Catalogue Général à Paris. Donc, le propos aujourd'hui est actuel parce qu'une une de ses productions, une pièce qui intitulée Stadio, a été inaugurée au Marc de Sérignan le 15 janvier. C'est une architecture qui a été, ou une installation qui a été conçue comme une architecture de parole. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Olivier. Merci beaucoup, Anne. Alors, on va aborder un autre espace que j'ai dessiné pour la parole. Mais là, on va remonter à l'origine de tout cet intérêt et de toute cette recherche que je mène, puisque vous allez voir, la conférence que je propose, c'est à la fois une espèce de présentation de certains de mes projets, et en parallèle, une restitution d'une recherche en cours qui va aboutir à un livre que j'espère publier l'année prochaine, qui va s'appeler KVA. En fait, en 2012 et 2013, j'étais effectivement, donc, comme Anna l'a dit tout à l'heure, en résidence à la Villa Médicis, et puis à la bibliothèque de l'Académie. En fait, je suis tombé un peu par hasard sur un livre d'Auguste Caristi, architecte prix de Rome du début du 19e siècle. C'est lui qui a rénové le théâtre d'Orange, pour ceux qui connaissent Orange. Et en feuilletant ce livre, je suis tombé sur cette planche. Le théâtre d'Orange, au début du 19e siècle, si le mur de scène était complet, en fait, les gradins, il y en avait très peu. Comme dans beaucoup d'édifices d'aujourd'hui, il restait que 4 ou 5 gradins au pied de l'édifice. Et donc, le reste de la cavea, parce que cavea, c'est le nom qu'on donne à cette forme de gradin, a été reconstitué par Auguste Caristi. Mais avant de faire cette reconstitution, puisqu'il était à Rome, il était prix de Rome, il a fait quelques relevés d'édifices antiques, en mesurant à chaque fois le détail de 2 ou 3 marches.
Et moi, quand j'ai vu cette planche, en fait, j'ai une formation d'architecte, ce qui m'a frappé, c'est que moi, je connaissais de l'architecture antique, Palladio, Palladio citant Vitruve et après Vitruve. Mais les traités d'architecture, c'est des livres et des dessins qui ont une intention normative. C'est-à-dire que dans Palladio ou dans Vitruve, il y a un seul dessin de gradin, et puis la hauteur c'est 40, la profondeur c'est 80, et donc c'est posé comme un modèle. Et ici, en voyant les relevés de Auguste Caristi à différents endroits, donc on passe de la Turquie à la France, à l'Italie. En fait, ils me sont apparus comme des tabourets africains. C'est-à-dire qu'ils étaient tous pareils, mais tous différents. En fait, il n'y en a aucun qui a le même dessin. Voilà. Et comme j'étais donc à l'Académie de France, j'ai conçu un premier gradin qui s'appelle Circo Minimo, qui était un petit gradin mobile que j'ai construit moi-même dans l'atelier, léger, en peuplier, et qui avait pour fonction d'accueillir les lectures en fait dans le parc de la villa. Alors il s'appelle Circo Minimo parce que évidemment c'est un clin d'œil au Circo Massimo, cet énorme édifice, sans doute le plus important édifice de spectacle antique qui ait jamais été construit, pour ceux qui ont vu le film Ben-Hur, par exemple, c'est cette restitution-là. C'était un édifice pour les courses de chars. Alors, cet objet, il n'a pas de réalité physique pérenne. En fait, c'est un dessin. Soit je le réalise moi, soit j'envoie les plans et les gens le réalisent. Et puis, ils ont le droit de l'utiliser jusqu'à ce qu'ils tiennent debout, parce qu'en fait, c'est du contreplaqué de peuplier, donc c'est assez fragile dans le temps, et ça peut pas être utilisé plus d'une saison, on va dire. Donc ici, on voit première lecture. Alors là, on a une vision de, voilà, quand on arrive et qu'une lecture est en cours, la monographie qui m'a été consacrée il y a 2 ans, on l'a appelée Mêlée, à partir de cette image, parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on s'assied sur une chaise, on voit plus la chaise, et finalement mes dispositifs, souvent, quand ils sont en action, ils disparaissent en fait sous les usagers. Ici une autre version. Alors c'était prévu pour 24 personnes. Vous voyez que quelquefois on dépasse largement le compte. Voilà. Et puis alors en fait de cette forme, j'avais d'un côté les dessins de gradins, et puis de l'autre Circo Minimo, et avec le temps, depuis 2013, depuis une dizaine d'années, j'ai fait d'autres variantes de Circo Minimo. Je me suis amusé à le redessiner, mais à partir de codes d'édifices que j'avais fait. Donc ici, on a une version qui s'appelle Velia. C'est une cité grecque qui est au sud de Paestum, au sud de Naples, et qui a la particularité d'être, les assises sont assez étroites et assez hautes. Quand je disais tout à l'heure qu'ils étaient tous différents, en fait, ça varie vraiment énormément. C'est-à-dire que quelquefois, on est assis à 25 cm de haut, et quelquefois, on est assis à 65 cm de haut. Vous voyez, il y a des vrais rapports d'échelle différents. Velia, c'est cet édifice, un des premiers que moi j'ai visité après avoir découvert Auguste Caristi. J'avais d'ailleurs pas encore l'intention de faire cette recherche et de pousser plus loin les relevés. De temps en temps, quand il m'arrivait de passer pas trop loin d'un théâtre, je m'arrêtais et je constatais qu'effectivement, et voilà, il ressemblait pas aux autres. Notamment celui-là, ça a été un peu vraiment un point de départ, parce que cette idée d'être assis sur des murs parallèles, avec de la terre battue entre les murs, et un peu comme un jardin en terrasse, ça m'a semblé être finalement assez loin de l'image du théâtre antique qu'on a tous en tête, qui est celui d'Épidore ou d'Orange, et qui est un monde extrêmement minéral en général. Alors d'autres variantes de cette pièce, Circo Minimo, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pièce en contreplaqué dont j'envoie les plans. Donc il faut acheter quelques panneaux de bois, les découper, les visser avec des vis de penture de volet. Enfin, techniquement, c'est rien si ce n'est un dessin. Et plusieurs fois, on m'a demandé de réfléchir à des versions pérennes, en fait, qui pourraient rester plus longtemps
dans des parcs. Et donc j'ai réalisé l'an dernier pour le centre d'art Le Lay à Albi. Et puis depuis, la pièce, elle est montrée à Clermont-Ferrand aussi, une nouvelle version qui s'appelle Icria et qui est, elle, en latte de mélèze. Et donc qui peut être vraiment installé dans un parc comme le serait un jardin, enfin un banc public. En fait, en disant ça, du coup, là, quand on sort de la logique du panneau de bois, on tombe sur une espèce d'architecture d'échafaudage presque. Hein, ça reste assez rudimentaire comme dessin. C'est des plateaux en latte de bois, la même section posée sur voilà, des espèces d'échafaudages verticaux. Et, et quand je disais tout à l'heure que c'était un peu plié, en travaillant sur le livre il y a 2 ans, en fait, je me suis aperçu que les premiers théâtres antiques, en fait, en Grèce, ils étaient un peu pliés aussi, parce que c'était un bois qu'on trouvait facilement, etc. Donc, c'était un peu à hasard. Et donc, en dessinant ce projet, c'est pareil, je suis tombé sur un dessin de Sebastiano Serlio, un architecte de la Renaissance, aussi connu pour ses jardins. Et à la Renaissance, il y a, il y a une mode de l'antique qui apparaît. Et pour les théâtres aussi, cette mode, elle fait apparaître des restitutions de ces édifices sous le nom de teatro à l'antica, c'est-à-dire des théâtres à l'antique. En fait, ils ne sont pas du tout à l'antique, c'est des espèces de restitutions complètement fantasmées. Et d'ailleurs, ils sont tous en bois. Enfin, le peu qui nous reste, ils sont tous en bois. Et donc ça, c'est peut-être le premier dessin qui existe. Et on retrouve ici un peu le dessin d'échafaudage de, de la précédente pièce. Alors, on la voit ici réalisée. Voilà la pièce. Donc, activée avec des gens dedans. Bon, c'était pendant le confinement, donc il n'y avait pas grand monde dessus. Voilà. Une autre architecture ou espace dans cette collection d'objets que je voulais vous montrer. Alors là, ici, on est sur le toit de l'unité d'habitation de la Cité radieuse à Marseille, dessin de 1932, donc on n'est plus du tout dans l'Antiquité, mais sur le toit de l'unité, il y a un petit théâtre en béton qui est à la fois un gradin et une tribune. Alors cet objet-là, il m'a fasciné parce que, en fait, il est extrêmement polyvalent. C'est-à-dire que s'il y a peu de monde, s'il y a une dizaine de personnes, on peut imaginer, qui sont assis sur les marches et qui regardent quelque chose qui se passe au pied des marches. Et inversement, s'il y a beaucoup de monde, on peut imaginer qu'il devient la scène et puis que les gens sont debout autour de l'objet. Alors, au début, il y a eu beaucoup de festivals hein, là-haut sur le toit, et il y a Martha Pan qui a fait notamment une performance dessus. Enfin, bon. J'avais en tête cet objet depuis longtemps. Et puis en 2015, à l'invitation de Philippe Ken, qui dirigeait à l'époque le théâtre des Amandiers à Nanterre, il y avait, il y avait un projet qui s'appelait Théâtre des négociations. Non, c'était pas ça. J'ai oublié le nom. Bref. Mais c'était au moment de la rencontre de Paris sur le climat. Et en fait, ils avaient fait venir ouais, une centaine d'étudiants de différents pays pour leur faire jouer à blanc, en fait, les négociations, théâtre des négociations, ça s'appelait. Bon, bref. Et pour leur faire jouer à blanc en disant si les étudiants des différents pays jouent à blanc comme une répétition, on en tirera quelque chose, et peut-être que voilà. Donc en fait, c'était à la fois un projet ouais, presque théâtral, et puis Philippe me dit il faut que dans le hall des Amandiers, tu réfléchisses à une espèce d'espace ou d'architecture qui pourrait permettre de débriefer par petits groupes avant ou après les négociations. Et du coup, j'ai imaginé une restitution de cette architecture de Le Corbusier. J'en avais jamais fait le relevé précis, j'ai pas regardé les plans, je l'ai fait un peu comme un dessin de mémoire, restitution en bois, pareil, en panneaux de contreplaqué, très simple. Et il y en avait 6 dispersés dans le hall. Et on va les voir sous différentes... voilà. Donc, c'était un peu les répétitions de leur...
Voilà, alors quand je vous disais, alors ici, les gens sont assis dessus et puis regardent en direction du sol. Et puis là, à l'inverse, ça devient une scène. Bruno Latour, qui était dans la partie. Voilà, on voit ici, bon, c'est un peu toutes les mêmes images. Voilà. Donc je passe assez vite sur cette collection d'objets. Encore un autre, cette fois-ci, avec une échelle un peu plus importante, c'est une architecture qui peut accueillir une soixantaine de personnes. Là, il s'agit d'une pièce qui s'appelle KVA et qui est une commande en fait du CNAP. En fait, le CNAP m'a demandé de réfléchir à une salle de conférence nomade, partant du principe qu'il y avait tout un tas d'événements, d'expositions en France et qu'il n'y avait pas toujours l'espace de conférences et que même dans l'espace d'exposition, on pouvait installer un espace de ce type pour faire vivre le temps de l'exposition à travers des tables rondes, des rencontres, des conférences. Un peu ce que je suis en train de faire devant vous en ce moment. D'ailleurs, la première conférence, c'est moi qui l'avais fait. Et donc ici, on est au Centre Pompidou en bas dans l'atrium. Alors, la particularité de cet objet, vous allez le voir, je passe assez rapidement, c'est que donc une soixantaine de personnes, et une amplitude un peu plus grande. Il comprend aussi d'ailleurs la scène. Et l'idée, si je le disais tout à l'heure, à partir des recherches de théâtre, l'idée c'était de construire un gradin uniquement avec des hauteurs d'assises différentes, c'est-à-dire trois profondeurs. Le premier banc assez bas et donc profond. Et quand on est assis profondément, on a besoin d'avoir une pièce d'appui pour éventuellement mettre les mains, les bras en tension derrière. C'est ce que vous devinez ici. Il y a la hauteur d'assise qui correspond à celle des bancs standards aujourd'hui. Et puis derrière, on a une hauteur d'assise qui correspond un peu à un tabouret de bar. Et là, l'assise est très étroite. Mais comme on a les jambes verticales, on est en appui sur les jambes. Et du coup, assez naturellement, ce qu'on fait sur un tabouret de bar, c'est qu'on a besoin de soulever le pied et de l'appuyer plus haut. Donc il y a une espèce de retour. On va le voir plus loin. Donc en fait, c'est une collection de bancs qui se clipsent sur des rails, enfin qui s'emboîtent sur des rails. Et c'est les rails qui génère automatiquement cette forme demi-circulaire. Alors j'avais fait ce petit dessin à l'époque par rapport à cette idée de norme, quoi. Aujourd'hui, moi je suis une formation d'architecte et donc aujourd'hui, il y a un bouquin qui s'appelle Le Neufer, qui doit être genre à la 27e édition, et tout est coté dedans. Il y a même les dimensions d'un gâteau, vous voyez, comme si tous les gâteaux avaient la même taille. Et il y a quand même cette idée dans le monde de l'architecture aujourd'hui de tout faire rentrer dans des cases et dans des mesures normées, quoi. Or, en fait, même quand on regarde rétrospectivement les productions ici, il y a au moins un architecte, voilà, dans ces chaises. Là, on voit qu'il y a une disparité très grande. En fait, on peut être assis de plein de manières. Donc, ça s'appuyait sur voilà, sur cette idée. Donc là, on voit un peu mieux le principe. Donc il y a des rails en métal et puis hop, c'est des espèces de caissons qui viennent s'emboîter. Donc c'est monté en très peu de temps, comme un jeu d'enfant presque. Voilà. Alors j'ai mis en parallèle cette image. Là, on n'est pas très loin, on est à Nîmes, hein, sur l'amphithéâtre de Nîmes. Et du coup, quand je dessine une pièce comme celle-là, là, je me pose plein de questions. Je me dis, ouais, mais on peut se serrer quand on est assis. Là, ici, vous êtes espacé, mais combien de personnes on peut faire tenir sur 2 mètres de long, des choses comme ça. À Nîmes, ouais, l'avantage, c'est qu'il y a les places, elles sont numérotées, donc on peut voir, en fait. Alors, pour votre culture, à Nîmes, voilà, on est assis sur 48 centimètres de large. Voilà. Ce qui est à peu près la largeur de l'allée TGV. Oui, on dirait pas, hein, comme ça. 48 centimètres, ça paraît pas large, et pourtant, voilà, on se promène avec sa valise. Alors là, on revient sur les édifices antiques, puisque ouais, c'est une source de référence et d'exploration pour moi. Ici, on a un dessin de Piranèse qui est complètement absurde. Moi, j'ai visité à peu près 200 édifices de spectacle antique, j'en ai encore jamais vu aucun qui correspondait à ce dessin. Quand je parlais des architectes qui fantasmaient, alors on a un dessin qui paraît technique, puis en fait, il n'y a rien de véridique
dans ce dessin. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du mot cavea, qui est un mot latin. En grec, on dit koilon. Cavea, j'ai récupéré ce dessin. C'est le nom de cette forme géométrique, en fait. Un cône tronqué à différents endroits. Ouais, quand on pense au théâtre antique, on pense à Épidore. Voilà, et en fait, l'architecture, elle s'inscrit dans cette forme. Quand dans un texte d'un archéologue ou sur un site touristique, vous voyez le mot cavea, c'est de ça dont il s'agit. Alors cette forme, là on replonge dans ma recherche, on la trouve un peu comme ici, si ce n'est qu'elle n'est pas circulaire, mais on la trouve dans les amphithéâtres des universités ou des écoles. Ici on est aux Beaux-Arts de Paris. Ici on est à Montpellier, voilà, en médecine. Alors je ne sais pas si c'est je ne l'ai jamais visité, je ne sais pas si c'est l'amphithéâtre d'origine en fait, parce qu'à Montpellier, voilà, bon, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, vous savez mieux que moi, mais c'est une université de médecine très ancienne. Et il y avait un théâtre de dissection, il y avait un théâtre de chirurgie anatomique. C'était ici. Voilà. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle rue de la pharmacie, rue de l'ancienne pharmacie. Voilà. Et là, on est dans l'amphithéâtre de médecine qui doit dater il y a beaucoup moins vieux, peut-être du 19e ou quelque chose comme ça. Mais parmi les édifices de la Renaissance, enfin, c'est pas de la Renaissance, mais anciens qui m'intéressent, mes objets, moi, mes architectures, elles ont toujours, c'est soit des, on peut dire, c'est entre le mobilier et l'architecture, donc il y a une dimension de mini-architecture, ou d'architecture à une échelle réduite. Souvent, je dis que leur échelle, c'est celle de la parole. Vous voyez, en fait, si là où la parole porte plus, moi, j'interviens plus. Voilà. Donc, c'est quelques mètres, c'est entre 4 et 10 mètres de diamètre, quoi. Donc, là, on est dans un théâtre de dissection, donc c'est à Padoue, en Italie. Et la particularité, c'est que les personnes se tenaient debout, en fait. Donc, en fait, il est vraiment très vertical, ce théâtre, et presque comme un puits. Alors, on a passé quelques écoles. Ici, voilà, c'est le Parlement européen, bien sûr. Donc, les édifices de représentation démocratique utilisent et usent de cette forme. Pas tous, mais ils sont nombreux. Je remonte cette gravure qui était à l'origine de ce projet de recherche qui m'occupe beaucoup. Une autre origine, c'est au moment où j'étais à Rome, là je me baladais pas mal en Italie, je suis passé devant le stade de football de Florence. Alors là, c'est une image assez ancienne, le stade communal. Pierluigi Nervi, architecte voilà, rationaliste. Et pas de façade. La façade, c'est le dos du gradin. Les édifices liés au spectacle, au sport, mais ici, ce n'est pas le sport, puisque c'est la Plaza de Toros de Mexico. Une espèce d'œil, je pense qu'il doit pouvoir être vu depuis le satellite, je ne sais pas, c'est énorme comme particularité, avec la particularité d'avoir une piste circulaire. Et les édifices de spectacle, donc, à nouveau, Épidore, dont j'ai beaucoup parlé, que vous connaissez sans doute. Voilà. Alors, mon travail de recherche, il s'appuie d'abord sur un travail de bibliographie, de lecture, et qui me permet d'identifier en fait des édifices antiques, puis ensuite de les rapporter sur une carte, voilà, pour d'évaluer s'il y a des restes archéologiques, puisque moi je les mesure, je poursuis le projet d'Auguste Caristi, je fais une collection de gradins, hein. Et donc, mon idée, c'est que, bah, comme tout collectionneur, quoi, celui qui est collectionneur de timbres ou de papillons, il les veut tous. Donc, moi, je collectionne les gradins et je les veux tous. Évidemment, je ne les verrai pas tous, mais je tends à me rapprocher de l'exhaustivité. Voilà, je zoome un peu sur la carte. La première représentation d'un édifice à gradins de spectacle sur un vase grec. Et ici, un petit dessin que j'ai fait pour vous expliquer un peu, à partir de ce que j'ai pu lire,
D'où vient cette forme? Le gradin, si je résume en 2 mots, quelques phrases, voilà, les postulats des archéologues, ça vient des marches du temple, en fait. Devant le temple, il y a un passage de relais entre le pouvoir du roi, du pouvoir sur la ville, sur les citoyens, et puis sur ses sujets, et puis le prêtre qui, lui, a le pouvoir à l'intérieur de l'édifice. Et du coup, comme il y a un passage de relais de l'autorité, il y a un cérémonial, voilà, qui marque ce passage de relais. Et les premières formes de gradins, on les trouve c'est une forme vraiment typiquement méditerranéenne, on la trouve nulle part ailleurs. Avec l'usage de s'asseoir, on trouve des gradins en Amérique du Sud et centrale, mais ils ne servent jamais à s'asseoir, en fait. Et les premières formes, on les trouve en Crète, où on a des exemples de marches qui se replient à 90 degrés, et où la partie qui se replie, en fait, est surplombée par un mur, donc ça mène nulle part. Donc on a un escalier qui est coupé en deux, replié en deux, et où on posait des bancs ou des assises en bois perpendiculairement à la cérémonie. Ensuite, il y a des gradins, il y a toutes sortes de gradins en bois qui apparaissent, qui trouvent une restitution sous forme de pierre. Ils n'ont pas tout de suite une forme arrondie, ils ont une forme qu'on appelle en pie, en fait, qui est une espèce de demi-hexagone. Puis après, les angles s'arrondissent. Et puis enfin, voilà, il y a cette forme qu'on connaît et qu'on voit après. Ici, par exemple, un, les restes, alors, il reste très peu de choses, d'un théâtre sur un plan rectangulaire qui est près d'Athènes, à Traconès, dans la banlieue d'Athènes. Ici, un autre édifice qui est près d'Athènes aussi, enfin en Attique, un peu plus loin, Torikos. Et c'est peut-être un des premiers édifices où est apparu un escalier, parce qu'il n'y avait pas d'escalier même à ce moment-là. Vous voyez que la forme, la gestation de cette forme, c'est sur 2 siècles, mais en fait, elle est assez. Voilà, c'est pas une forme qui est sortie comme ça immédiatement. On voit que c'est une architecture très archaïque. Voilà. Et certains édifices, bah, ça, c'est pas. Vous le savez sans doute, sont sculptés directement dans la roche. Alors ça, il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, ça correspond pas à une aire géographique spéciale ou à une époque spéciale. On en trouve à peu près partout et à toute époque. Ici, c'est aussi pas très loin d'Athènes. Voilà. Alors, durant mes péripéties, je tombe durant mes périples, je tombe sur des espèces d'objets un peu bizarres comme ça, donc qui sont, que je pourrais presque signer ou restituer. Voilà. Ici, c'est un théâtre vers le pont de Patras, Calydon, et là, on voit un truc assez étrange, vous voyez. On a 9 marches droites, et puis à un moment, ils ont agrandi le théâtre, et puis ils ont arrondi les angles. Donc je ne sais pas si c'est là qu'on a, pour la première fois, un architecte a imaginé à, basculer d'un plan rectangulaire à un plan. Voilà, un autre exemple d'édifice. Là, j'essaie de vous montrer qu'ils sont très différents, à la fois dans la géométrie, mais aussi ici, là on est à Priene, en Turquie, et il n'y a aucun autre édifice vraiment qui ressemble à celui-ci. L'architecte a vraiment optimisé le dessin des pierres pour utiliser du matériau. Donc là, c'est un des seuls où la marche est creuse. Vraiment, ça pourrait presque être un édifice moderne, ça. Oui, c'est sur le même site. Voilà. Alors, maintenant, Sérignan. Pour Sérignan, ouais, la commande qui m'a été demandée, puisque c'était quand même malgré tout une commande, c'était de réfléchir à une architecture de parole, puisque le musée accueille des classes ou des groupes, et donc et que jusqu'à présent, ils étaient obligés de s'asseoir par terre, quoi. Et donc, on m'a proposé un espace qui était assez étroit, mais qui était lumineux et assez profond. Et du coup, je me suis inspiré d'un édifice de la Renaissance. Là, on est à Sabioneta, donc c'est près de Venise. Et alors, quand je vous disais que les théâtres de la Renaissance, c'était des espèces de fantasmes, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les édifices que j'ai pu vous montrer avant. Et pourtant, ça s'appelle théâtre à l'antique. C'est des constructions entièrement en bois. Et il a la particularité d'être très vertical aussi, c'est-à-dire l'assise est très étroite, hein, ça fait 21 centimètres, et puis on est assis assez haut. Donc ça me permettait, en restituant ce dessin, d'avoir un encombrement en largeur très peu important. Donc j'ai juste repris le profil, mais après, moi, je l'ai vraiment complètement réinterprété. Voilà, on voit un détail.
Donc ça ressemble un peu à un sauna aussi peut-être. Mais donc ils respectent les proportions, mais voilà, structurellement c'est complètement repensé. Donc voici un détail. Et puis voici à quoi ressemble la pièce. Donc je l'ai appelé Stadio parce qu'en fait c'est comme la forme est très longue, finalement c'est comme une espèce de maquette d'architecture de stade. Euh, Et on peut tenir une quarantaine de personnes sur à peine 3 mètres par 6. Donc, j'ai pas encore de photos avec des gens installés dessus. Voilà, je vous montre rapidement donc le projet de recherche et de livre. Je vous disais, je prolonge en fait voilà, la collection de dessins de Auguste Caristi. J'ai même repris en fait euh, son, son, son style de dessin et je le prolonge. Donc j'en ai presque 200 maintenant. Je me suis même amusé à faire des espèces d'échantillons à l'échelle 1. Ça s'appelle Theater Cake. Voilà, comme si on avait coupé un morceau de théâtre, comme on couperait du fromage ou un gâteau. Voilà. Et je termine par une pièce qui est en cours de réflexion. Alors, je disais tout à l'heure que je parlais du temple. Ici, ça peut ressembler à une tholos, les temples ronds. Là, quand on va à Delphes, il y a ce temple rond qui est en bas, mais il y en a il y en a aussi à Rome. Et on voit ces édifices aujourd'hui. On sait voilà, on sait que la sculpture grecque, romaine était peinte, mais on voit ces édifices voilà, comme des formes blanches assez pures. En fait, il faut imaginer que, comme aujourd'hui, les gens étaient assez mal assis sur ces formes en pierre. Ici, vous avez des coussins. En fait, chacun venait avec son coussin au théâtre. Donc, il faut imaginer que d'un seul coup, le théâtre, il se retrouvait bariolé de mille voilà, couleurs et dimensions et matières différentes. Donc ça, c'est un projet de coussin pour un festival en plein air. On m'a demandé de réfléchir voilà, à cette question des assises. Et du coup, c'est juste une estrade avec un mât et puis les disques en fait sont percés et puis pour les ranger, on les plug dessus. Et donc le principe, c'est que voilà, une fois dispersé, ça ressemble à ça. Alors j'ai appelé la présentation là, qui veut prendre la parole, mais c'est une citation. Moi, je ne fais que ça. Hein, vous voyez, je cite Auguste Caristi, je m'appuie sur les théâtres antiques. Des idées, j'en ai pas beaucoup, à vrai dire. Hein. Une par an, quoi. Ça suffit, en fait. Mais ce titre, je l'ai emprunté à un livre d'un anthropologue qui est décédé, je crois, l'an dernier, qui s'appelle Marcel Détienne, un anthropologue belge, et qui a notamment... alors, il y a eu un premier livre qui s'appelait Comparer l'incomparable, qui est vraiment un livre, un petit livre que je vous conseille vraiment. Bon, c'est vraiment le principe de l'anthropologie, quoi, de mettre sur la table, de faire des passerelles entre différents domaines et différentes sciences. Et dans ce livre-là, qui veut prendre la parole, sont convoqués côte à côte différentes architectures et types d'assemblées démocratiques. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, cette forme du gradin qui fait assembler, c'est vraiment une forme typiquement méditerranéenne. Vraiment, on la trouve en Asie, on est à plat. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une invention voilà, qui vient d'ici. Par contre, la démocratie, c'est pas nous qui l'avons inventée. On l'apprend pourtant à l'école, on nous apprend que c'est les Grecs, voilà. Ils l'ont inventée, mais c'est pas les seuls en fait. Il y a des tribus dans ce livre. Voilà. Alors là, je vous montre le lieu de l'invention de la démocratie athénienne. Ça s'appelle l'Apnix. Hein, c'est une colline qui est en face la colline de l'Acropole. Sur ce site de la démocratie athénienne, il y a très peu de construction. Il y a la tribune qui est sculptée dans la roche. Donc ça, c'est la tribune de l'orateur. Et puis c'est une grande place en forme d'éventail, plate à peu près. Et il y avait l'escalier d'accès qui était tellement étroit qu'on pouvait compter les gens qui venaient sur la place et donc avoir le nombre de votants. Donc en fait, le lieu sur lequel se rassemblaient 4000 ou 5000 personnes, il était tenu par vraiment deux micro-architectures, un escalier d'un côté et une tribune de l'autre. Et là, on a un autre exemple d'architecture euh, politique. Et là, on est chez une tribu éthiopienne qui s'appelle les Okolos.
Alors, il n'existe pas beaucoup de photos, hein, mais elles sont dans ce livre, il y en a 2. Et donc, c'est une espèce de grand ovale en pierre. Voilà, il y a un grand banc avec dossier. Ah, pas très visible sur les 2 photos, en l'occurrence, mais on les devine, des espèces de sièges en pierre avec dossier. Voilà, et 3 photos qui existent. Donc, on trouve ça dans le livre de Martial Détienne. Mais il y a plusieurs autres exemples, hein. Dans les Balkans, il y a aussi des exemples. Enfin, il y a, la démocratie est née comme ça à plusieurs endroits, ce que je trouve être une belle idée finalement, puisqu'on est souvent dans l'idée que c'est un truc qui nous appartient, qu'il faudrait qu'on le porte comme un étendard pour aller le planter dans d'autres endroits. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup Olivier pour ces aperçus hyper généreux, tant sur ta pratique que sur tes recherches. La parole est à vous. N'hésitez pas à soulever votre main pour qu'un micro puisse être acheminé. Allez-y. Je vais le poser et puis comme ça, vous auriez aussi le temps de formuler les vôtres. C'est par rapport à ces structures qui sont pour la vie, qui ne sont pas seulement des ruines, mais quand tu les reconstitues, c'est pour qu'il y a une activation, il y a un usage. Pourrais-tu parler de ça aussi, de cet aspect? Oui, alors moi je viens du monde de l'architecture, donc l'usage, moi je ne conçois pas de produire des formes sans usage, quoi. Je ne suis pas sculpteur. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, ça fait sens quand elles disparaissent sous l'usage, si on veut. Mais j'ai eu le cas au début avec le kiosque électronique où il était montré dans des expositions sans concert. Donc après, on a modifié le contrat en disant non, ça va pas être possible, voilà, on peut pas le montrer. Oui, c'est ce que je recherche à une échelle qui est la mienne, voilà, qui est une espèce de salon public, quoi, quelques mètres d'envergure. Donc c'est toi qui programmes. C'est souvent moi qui programme. C'est souvent moi qui programme au départ. Et puis après, l'objet devient un outil et c'est saisi par d'autres, quoi. Voilà. Alors, oui. C'est bon. Du coup, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci, c'était très intéressant et c'est même fascinant, je trouve, cette obsession pour les gradins. Ouais. Et c'est vraiment bien poussé en plus. Mais du coup, on parle d'usage et j'avais ma question, c'était plus sur le contexte. Puis l'usage, du coup, il crée aussi un contexte autour du gradin, et que ce soit par exemple une arène ou une micro-architecture comme vous faites. Est-ce que du coup, il y a, pendant les analyses, quand vous allez sur site ou quand vous concevez, est-ce que vous pensez peut-être à ce qui peut se passer autour et ce que ça va créer dans l'espace? Alors, une autre particularité de toutes ces formes que je vous ai montrées, c'est qu'elles ne sont jamais vraiment situées, en fait. Je crois pas, enfin, en tout cas, toutes ces architectures là, liées à la parole, elles sont toujours pensées pour être démontables, nomades, et donc, quelque part, autarciques. Voilà, et du coup, ça demande un dimensionnement très juste, en fait, parce qu'on évite, oui, la parole, elle porte, voilà, il y a un dimensionnement qui est assez précis. Par contre, je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est complètement différent suivant ça peut être complètement différent suivant l'endroit où on les installe. Là, à Sérignan, il se trouve que je l'ai dessiné par rapport à l'espace qu'on m'a donné, quoi. Donc son emprise, il reste 10 cm autour, elle est absolument pas fixée sur les murs, donc on peut la démonter et l'embarquer comme un banc. Mais pour moi, c'est une pièce qui peut être montrée dans une grande pièce vide et autour, du coup. Ça, j'aime assez pour le Circo Minimo, ces petits gradins en bois. On voit ça souvent, là c'est la Biennale de Venise, on voit ça souvent. Il y a toujours des gens qui restent sur le seuil. Voilà, il y a ceux qui rentrent d'un bon pas et qui sont décidés que ça les intéressait, ce qu'ils allaient voir, qui s'assiedent, et puis il y a ceux qui passent la tête, qui restent un peu sur le seuil, qui regardent quelques minutes ou qui s'assiedent, enfin qui restent debout derrière les derniers rangs. Donc, en fait, j'aime bien que mes objets ils aient cette politesse. En fait, Circo Minimo, ce qui est assez chouette, c'est que quelquefois il est rempli, et puis en plus, il y a 40 personnes autour,
Et c'est souvent des gens qui n'ont pas voulu même entrer dedans, en fait, qui restent sur le seuil en disant bon, bah voilà, si ça me barbe, je m'en vais. Et j'aime bien ce rapport. Voilà ce que je peux en dire. Ouais, bah si, parce que par exemple, j'avais bien aimé l'exemple, enfin ce que vous avez fait pour la place de concert amovible, Ouais, et ouais. c'est beau ce que ça crée, par exemple, au Mm. milieu des rochers, quand les gens ils s'installent autour, il y Ouais. en a aussi qui regardent. Ouais, mais C'est par exemple, cette forme, une fois, elle a été hors de propos. J'ai eu un article incendiaire par une critique d'art local presque d'ailleurs. Et quand elle a été montrée au Centre Pompidou, en fait, c'est une forme qui a été faite pour un label de musique à Lyon, et du coup, c'est un label de musique électronique. Et c'est des gens qui sont capables de, comme ça, sur un mail, de rassembler 50 personnes sur un rond-point presque, n'importe où. Mais là, dans le Centre Pompidou, il y avait la queue pour écouter les concerts, et du coup, elle était plus du tout à l'échelle. Et donc, il y a des gens qui venaient, mais qui faisaient la queue une demi-heure, puis qui pouvaient pas avoir un casque. Et en fait, elle n'était pas du tout à sa place dans cet endroit. Et donc, il y a un effet. L'échelle implique une jauge. Et donc, il y a des choses qui sont. J'ai découvert ça avec cette pièce. OK, bah, ce serait tout. Merci. On dit que l'appétit vient en mangeant, mais les questions aussi, ça vient en questionnant, je crois, non? Hein, il n'y en a pas au début, puis après. Déjà, merci du coup pour votre conférence qui était très agréable à écouter. Et j'avais une question par rapport au but même, la création d'estrade, de partage, de Mhm. communication, de parole. D'où ça vous est venu? Est-ce que c'est parce que vous vouliez tester les différents moyens de communication? Enfin, j'aimerais comprendre un petit peu l'envie derrière, le but. Voilà, Alors, ça n'a pas merci. été une envie. Ça n'a pas été une envie. Ça n'a pas été une envie, ça m'est tombé dessus en fait. Non, ça m'est pas tout à fait tombé dessus. Mais moi, j'ai eu pendant longtemps beaucoup de mal à me définir parce que je suis architecte, j'ai monté un centre d'art, j'ai travaillé dans le théâtre. En fait, je suis pas quelqu'un qui dit oui à tout. Voilà, j'aime bien me laisser embarquer dans des projets, et j'aime bien aussi me laisser embarquer dans des projets collectifs en fait. Donc pendant très longtemps, j'ai travaillé uniquement dans des collectifs. Et durant cette résidence à Rome, là où je me suis retrouvé dans un atelier tout seul pendant un an avec une machine à bois, il a bien fallu que je fasse quelque chose. En l'occurrence, j'ai quand même proposé des objets pour les collectifs, mais c'est justement là où ça a basculé. J'avais l'habitude d'être impliqué dans des collectifs, et durant mon séjour romain, je me suis mis à travailler pour le collectif. Mais c'était pas réfléchi en fait. Voilà, c'était pas réfléchi. Et il y a une espèce de basculement comme ça qui s'est produit. Après, plus personnellement, moi j'ai une formation d'architecte, et j'ai dû arrêter l'architecture parce que j'étais trop dispersé. Quand on est architecte, vous ne pouvez pas s'intéresser ni au théâtre, ni à la danse, ni à la musique. Voilà, faut rester concentré sur son objet, sans quoi peut y avoir quelques problèmes. Et donc l'échelle de l'architecture, des projets, l'échelle économique me convenait pas. Et donc j'ai dû réinventer à partir du territoire de l'art contemporain que je connaissais bien, un territoire qui se retrouvait un peu à la croisée, mais c'était pas réfléchi en fait. Ça s'est fait de manière exploratoire en fait. Voilà, je l'ai découvert en le faisant, quoi, comme souvent. Et Ouais. parce que je ne connais pas vraiment votre nom, pour vous avouer, est-ce que c'est vraiment quelque chose, vous êtes centré là-dessus, ou vous avez vraiment plusieurs milieux d'exploration qui vont sur la Non, créativité c'est quand ou... même très centré là-dessus. Ok. Ouais. C'est-à-dire que même aujourd'hui, les œuvres en pierre que je fais pour l'espace public, c'est toujours lié à des usages. Par exemple, j'aurais pu montrer une image d'ailleurs, mais bah, je faisais le parallèle entre voilà, l'appétit, c'est peut-être parce qu'il est l'art de manger que le parallèle vient, mais en ce moment je fais des fours à pain, j'en fais 2 là, donc en fait il y a un peu cette même dimension, mais le jeu du collectif évidemment il joue autrement, quoi. On n'est plus assis, etc., mais c'est ce qu'on appelle dans les villages, il y a ce qu'on appelle le four banal, qui est cet objet où les gens venaient cuire leur pain, et donc je fais 2 fours banals en ce moment. Voilà, donc c'est la même chose, ça progresse petit à petit, mais autrement. Je travaille aussi sur une cloche. Donc le son, vous voyez, quand on est dans un village, le son qu'on entend, il nous fait appartenir à une communauté. Voilà, on revient longtemps après, on fait ah mais oui, ça c'est le son de la cloche, j'avais oublié. En
fait, c'est quelque chose qui nous fait aussi être ensemble quelque part. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas, c'est pas complètement réfléchi, c'est un peu des intuitions comme ça. C'est après, je me dis pas où est-ce que je vais pouvoir encore trouver une forme d'assemblée ou une forme de collectif. C'est plutôt ouais, en faisant que je tombe sur autre chose, quoi. J'aurais une dernière question. Oui. Vous n'avez jamais créé quelque chose qui soit vraiment basé sur l'individuel, vu que vous êtes totalement sur le collectif? Si, j'ai déjà fait des choses. En ce moment, aux Archives nationales, il y a un cabinet d'écoute qui est fait pour une personne. Voilà, qui est comme une éphéméride sonore, en fait. Chaque jour de l'année, il y a une date avec un enregistrement, et du coup, c'est une espèce de cabine dans laquelle on s'enferme. Et voilà, le journal, c'est un travail d'introspection, et du coup, ça nécessitait de. Mais c'est pas très. J'ai même fait pour une demi-personne. J'ai fait une chaise pour ma fille qui s'appelle la demi-chaise. Elle était toujours assise sur une fesse. Donc j'ai fait une demi-chaise. J'ai fait moins encore que un. J'ai fait un demi. Mais en fait, c'est pas idiot comme quelque chose que j'ai le fantasme un jour de réaliser une petite édition à un petit livre en fonction du nombre de faces de mes objets. Parce que c'est souvent en fait que c'est des polygones, et donc j'en ai quelques-uns comme ça de remplis. Le 6 je l'ai, le 5 je l'ai, le 7 je l'ai, le 9 je l'ai. Mais donc je désespère pas de passer du cercle, voilà, de les classer par nombre de faces ou nombre de personnes, ou je sais pas. Eh ben, merci beaucoup pour avoir répondu à mes Il y a plein questions. de questions encore. Alors, je vois 2 mains, donc on se dit 2 dernières questions. Bonjour. Bonjour. Alors moi, tout simplement, j'aimerais potentiellement avoir plus d'informations sur les matériaux que vous utilisez. Vous avez directement commencé par justifier les matériaux que vous utilisez par leur prix. Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant, parce que derrière, vous avez monté principalement du bois. Ouais. Je me demandais pourquoi spécialement des matériaux pauvres. Est-ce que c'est parce que justement pour le fait de pouvoir les faire en série? Si par exemple on vous donnait l'opportunité de faire, imaginons ces mêmes tables-là en marbre, par exemple, est-ce que ça changerait un propos ou autre? Ça changerait la forme, ça c'est certain. Je vous ai dit, je suis architecte de formation, donc c'est sûr que ça changerait la forme. Je peux parler des matériaux parce que c'est un truc qui est intéressant. Circo Minimo, pendant longtemps, en fait, c'est ce petit théâtre en bois, là, en panneau de bois, et il y a eu un intérêt assez important, assez rapide sur cette pièce-là. Et à vrai dire, moi j'étais un peu stupéfait parce que j'avais l'impression que c'était vraiment no design, quoi. C'est vraiment juste un dessin avec 2 formes. Il y a les arcs et puis il y a les. Donc, c'est presque une maquette en fait. Moi qui suis designer, j'avais un peu des. Je me dis, mais il n'y a vraiment aucune invention dans ton truc. C'est comme une maquette en carton ou un truc comme ça. C'est des vis de peinture de volet. Donc on voit la tête. Et puis en réfléchissant bien, je me suis dit que c'était exactement la qualité que j'avais voulu trouver en fait. Ce que j'ai aimé au départ dans le contreplaqué de peuplier, c'est que c'est un bois qui est veiné mais où il n'y a pas de nœud. Et donc il y a comme ça une esthétique de bois générique. À la limite, quelqu'un qui ne connaît pas le bois, il ne va pas savoir si c'est un résineux ou un feuillu. C'est épais mais c'est léger. Donc c'est presque l'équivalent du Balzac que j'utilise en maquette. Donc c'est un peu une restitution. Et en fait, j'ai utilisé ce rapport un peu comme ça organique. Après, quand j'ai travaillé avec de la pierre, la première pierre que j'ai utilisée, j'ai pris de la pierre de lave. Parce qu'en fait, c'est un peu le même rapport. La pierre de lave, c'est la pierre originelle, générique qu'on trouve sous le socle, voilà, partout en fait, même au fond de la mer, si on creuse, il y a la lave, quoi. Et elle est grise, elle ressemble à du béton, elle ressemble à de l'asphalte. Euh, en la prenant en photo, on ne peut pas savoir tout de suite quel type de pierre c'est. Donc c'était un peu l'équivalent du peuplier. J'aime bien que dans les projets, les matériaux, ils aient cette dimension générique, quelque part, que ce ne soit pas ça la question, quoi. Que ce soit pas voilà, qu'on ne dise pas le matériau est important. Du coup, il l'est, parce qu'il faut trouver celui qui est adéquat, mais en tout cas, il ne s'affiche pas. Voilà. C'est des matériaux, pour donner des exemples, moi j'ai beaucoup, ça c'est tout le monde l'a fait, mais les palettes, les cajots, tous ces objets un peu génériques sont faits avec des matériaux cheap. Je regarde beaucoup, même si je les restitue pas, mais c'est des matériaux qui, quand on regarde un cajot, on a l'impression que c'est une invention du Bauhaus, quoi.
les coins sections triangulaires, la manière dont c'est assemblé. Excusez-moi, je rebondis, puis vous allez poser une question. Bonsoir, Monsieur Vadrou. Bonsoir. Vous avez laissé entendre que vous avez beau faire, tout vous intéresse, comme le dit Paul Valéry. Dire que vous avez beau faire, tout vous intéresse. Et votre parcours témoigne de ça. Bon, alors, beaucoup de retours au fait d'être architecte, quelques relations avec l'art contemporain et assez peu d'affirmations sur la dimension artiste. C'est-à-dire beaucoup de travail de recherche. On voit l'aspect universitaire, on voit l'aspect recherche de l'architecte, des rapports à l'économie. Le choix des matériaux est lié à une économie, semble-t-il. Et moi, j'aimerais entendre la part de recherche, effectivement, sur ce qui fait le travail de l'art aujourd'hui, les rapports à l'esthétique, parce que ça a été un peu passé sous silence de mon point de vue. Et puis peut-être aussi à partir des hommes. Je pense en particulier aux pratiques de la démocratie en Angleterre, où on est capable d'inventer un petit support pour s'installer et haranguer la foule sur un des jardins anglais habituels, hein, dans les Downs, où on voit des situations politiques finalement se mettre en œuvre sur des petits supports qui s'inventent et qui deviennent des lieux de prise de parole. Est-ce qu'il y a une forme de recherche aussi dans cette dimension-là des pratiques humaines? Oula, c'est plusieurs questions et pas les moindres. Donc on va partir sur une deuxième conférence d'1 heure. Non, sur le fait d'être artiste, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que pendant longtemps, mais je suis pas tout seul. Il y a moi, ouais, j'aime bien que de nouveaux chantiers s'ouvrent, de nouveaux projets s'ouvrent. Donc j'étais pas un spécialiste. Là, je suis en train de devenir un spécialiste des théâtres. Mais sur le fait d'être artiste, alors ouais, moi j'ai pas décidé d'être artiste en fait. Voilà, j'ai pas décidé d'être artiste. On a décidé que j'étais artiste parce que je crois qu'en fait on peut faire plusieurs choses. On peut faire de l'architecture, on peut faire de l'art, on peut écrire un texte. Mais c'est difficile de faire des trucs entre les deux. Moi, j'ai toujours un problème quand dans la presse, je lis à mi-chemin entre le cinéma et l'architecture, des choses comme ça, vous voyez, des trucs, je vois pas. Donc je pense que les territoires subsistent, mais les personnes peuvent passer d'un territoire à l'autre. Et moi, je suis devenu artiste parce que j'avais un intérêt pour l'art. J'ai monté un centre d'art indépendant à Lyon, la Salle de Bain. Et donc, j'ai construit mon réseau dans le monde de l'art, assez simplement. Et pour les gens que je connaissais, j'étais le designer ou l'architecte de service. Donc, assez rapidement, c'est là où j'étais qui m'a fait devenir un artiste, en fait. Voilà, donc, on m'a aperçu et je produisais des formes qui avaient une autonomie. Voilà, elles n'étaient pas situées, donc on peut les déplacer comme c'est pas une peinture accrochée sur un mur, mais on peut le démonter et l'accrocher autre part. Donc, on retrouve une logique, en fait, de pièces quoi installées. Donc mais c'était pas un calcul, c'était un peu intuitif. C'est les commandes qui m'ont été passées du fait de là où j'étais qu'on fait de moi progressivement un artiste. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un petit numéro de claquettes. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup à notre équipe technique qui assure chaque fois le direct en ligne. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi prochain, le 28 avril à 19h, pour la conférence d'Ashok à l'ICEAM. Merci beaucoup.